Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Pierre Sauvant-Rochat, je suis professeure de santé publique, très impliquée sur les relations santé-environnement. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Laurent Storm, médecin pédiatre, coordonnateur de la clinique de médecine néonatale au CHU de Lille, et le professeur Yves Lévy, spécialiste de santé publique et de santé environnementale de l'Université Paris-Saclay. Tous deux vont partager avec vous leurs connaissances, leurs réflexions autour des perturbateurs endocriniens. Alors, pourquoi ce thème aujourd'hui? Pourquoi associer perturbateurs endocriniens et les 1000 premiers jours de la vie? Bien, tout simplement parce que ces substances dont on parle beaucoup peuvent jouer un rôle fondamental et négatif au cours du début de la vie de chaque individu. Donc, dans le cadre des webinaires organisés par la chaire UNESCO Éducation et Santé, centre collaborateur de l'OMS, nous avons retenu ce thème parce qu'il intéresse aussi bien le monde de la santé que le monde de l'éducation et que tout citoyen, surtout, qui peut être parent ou futur parent. Donc aujourd'hui, vous êtes très nombreux à être connectés et nous sommes ravis de vous accueillir sur ce thème. Perturbateur endocrinien, nous avons tous entendu ce terme. Il renvoie souvent à une image plutôt négative, plutôt anxiogène, aux générations futures, mais je pense que très peu d'entre nous sachent ce qui se passe, ce qui se cache spécifiquement derrière ce terme. Et c'est ce que nous allons essayer d'éclaircir ensemble aujourd'hui grâce à nos deux intervenants. Donc, pour commencer, je vais me tourner vers le professeur Yves Lévy. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un perturbateur endocrinien? Et surtout, comment la recherche s'organise sur ces substances? Comment les politiques publiques se sont-elles emparées de cette question parallèlement à la recherche? Très bien, écoutez, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors, les perturbateurs endocriniens, malheureusement, et si vous êtes un peu là aujourd'hui pour l'entendre, c'est que vous avez entendu parler du problème, et pas forcément de toute son étendue. Et en fait, c'est un très large problème. Et donc, en gros, on est en face d'un thème particulièrement important. Et j'ai marqué, entre parenthèses, presque partout dans notre environnement, parce qu'on est face à des molécules qu'on retrouve dans tout notre environnement. Alors, le contexte général, c'est la pollution en général de notre planète, puisque parmi les perturbateurs endocriniens, on va trouver des molécules d'origine naturelle, mais beaucoup de molécules d'origine anthropique, donc générées, fabriquées par l'homme, dans un ensemble qui est interconnexion entre la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols. Et j'ai fait évidemment un petit à côté avec tout ce qui concerne nos aliments, nos objets du quotidien, nos vêtements, etc. Et dans ce contexte général, on a donc des interconnexions dans tout cet ensemble, ce qui crée déjà une première difficulté. Et on a une multi-exposition permanente à travers toute notre vie à ces mélanges de molécules, et en particulier sur les phases critiques de la vie sur lesquelles on va revenir plus tard. Et tout ça nous génère des effets biologiques, parmi lesquels la génotoxicité, du stress oxydant, j'en ai mis quelques-uns, dont l'antibiorésistance et les perturbateurs endocriniens. Et donc, on est dans le contexte général de la pression anthropique planétaire de la pollution chimique. On parle beaucoup de la pression anthropique du climat. Ça, tout le monde a compris que ça n'avait pas de frontières, que c'était abominable, que c'était en pleine expansion. On ne parle pas souvent de la pollution chimique, et pourtant, c'est exactement de la même ampleur. Alors, les perturbateurs endocriniens, littéralement, c'est quand même assez facile, finalement, de se dire qu'est-ce que c'est. Un perturbateur endocrinien, c'est tout ce qui va perturber le fonctionnement d'un système endocrinien. Ça peut aller dans un bon sens ou dans un effet négatif. Bon, les définitions officielles sont un petit peu différentes. Le système endocrinien, pour un petit rappel, c'est tout l'ensemble très diversifié et complexe qui comprend les organes de production des hormones, les hormones elles-mêmes, la diffusion des hormones par le sang,
les cibles sur lesquelles elles agissent et tous les systèmes de régulation. Donc, c'est vraiment un ensemble extrêmement complexe et extrêmement important pour le fonctionnement de l'organisme. Donc, on a déjà cette complexité chimique et cette complexité du système endocrinien. Et les hormones sont des molécules qui vont être des acteurs qui vont diffuser dans le corps pour aller déclencher une action. Et ces molécules agissent à des doses extrêmement faibles avec des affinités pour leurs récepteurs. Donc, on a là aussi un nouveau problème en plus du reste par rapport à la toxicologie classique, c'est l'action des très faibles doses. Et alors en plus, en toxicologie classique, vous avez une relation entre la concentration et l'effet qui en général est relativement linéaire. Plus vous augmentez la concentration, plus vous avez un effet. Et il se trouve que dans les perturbateurs endocriniens, on a parfois des effets qu'on appelle non monotones. Alors, ce n'est pas général pour tous les perturbateurs endocriniens, mais c'est quelque chose qu'on rencontre dans lesquels vous avez à un moment dans la courbe de relation entre la concentration du contaminant et l'effet, vous avez un moment où l'effet diminue avant de repartir. Donc, ça veut dire que vous avez du mal à faire un modèle qui prédise exactement à quelle concentration va avoir un effet plus ou moins important. Bon, ça, c'est un exemple sur un plastifiant. Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas une généralité. Et puis, si les perturbateurs endocriniens agissent sur les mêmes cibles, alors on a un effet d'addition, puisqu'on a une additivité de 3 ou 4 molécules différentes qui vont agir sur la même cible et qui vont augmenter l'effet. Alors, on parle parfois aussi d'effets de synergie qui augmentent encore plus l'effet. Et puis, alors, vous avez les perturbateurs endocriniens eux-mêmes, et puis même certains de leurs métabolites. Là, c'est l'exemple d'un pesticide dans lequel vous avez le fipronil lui-même, qui est le pesticide, qui a un effet perturbateur endocrinien, et un de ses produits de dégradation qui lui-même a un effet aussi. Donc là, ça veut dire qu'on augmente encore le nombre de molécules sur lesquelles on doit porter notre intérêt. Donc, les définitions officielles des perturbateurs endocriniens, c'est des substances naturelles ou synthétiques, exogènes, donc extérieures au corps, qui interfèrent avec tout le système de sécrétion, de transport, de liaison, de toutes les actions de l'hormone, responsables de tout le fonctionnement, développement du corps humain. Enfin, pas que humain, du corps en général. Et en plus, certains effets peuvent être perceptibles sur l'individu ou sa descendance. Et donc, l'OMS a sorti une définition aussi qui est un peu similaire, substance ou mélange exogène qui altère les fonctions du système endocrinien et induisent des effets néfastes. Vous voyez, il y a le côté néfaste, mais on peut avoir des perturbateurs endocriniens qui sont utilisés, par exemple la pilule contraceptive qui est utilisée pour un effet considéré comme bénéfique. Et alors, au niveau européen, alors, il y a une définition qui a été pondue après des années et des années et qui concerne que les pesticides et que dans les effets pour l'humain. Donc là, l'Europe, elle a encore des progrès à faire. Et donc, on est en face de tout ça. C'est-à-dire que dans notre environnement, on va trouver toutes ces familles de produits chimiques, parmi lesquelles, celles que j'ai entourées en rouge, on se trouve au sein de ces familles un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Donc, énorme diversité chimique avec une très grande liste d'agents à effet perturbateur endocrinien dans un ensemble qu'on appelle l'exposome, qui est qu'au cours de toute notre vie, voire même in utero, nous sommes exposés à énormément de choses et il faut essayer, et c'est les progrès de la recherche qui sont en train de se développer dans ce thème-là, d'essayer de trouver qu'est-ce que toutes ces expositions sont susceptibles d'avoir comme effet sur notre santé. Alors, les grandes familles de perturbateurs endocriniens, vous avez des bisphénols, ce sont des produits issus de détergents ou utilisés dans des résines. Alors, c'est des plastifiants. Vous avez des phtalates, qui sont des plastifiants qu'on retrouve partout dans tout notre environnement plastique. Des dérivés phénoliques, des molécules perfluorées. Alors, on trouve beaucoup de molécules halogénées dans ces molécules. Les perfluorés, c'est des produits qu'on met sur les rideaux, sur les tapis ou sur les parapluies pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur de ces produits. Donc, on en a partout autour de nous. Et puis, en plus, ces molécules sont extrêmement résistantes et elles ont la mauvaise idée de s'accumuler dans les lipides et dans les graisses. Donc, au fur et à mesure de la vie, en plus, on en accumule à l'intérieur de notre corps. Les polybromés, ils ont tous des bonnes intentions. Les polybromés, c'est pour essayer de faire retarder les incendies sur des objets du quotidien, les ordinateurs, les rideaux, etc. Mais polybromés, quasiment indestructibles et qui s'accumulent dans tout l'ensemble de la chaîne alimentaire de la planète. Dans les cosmétiques, on va trouver une série de produits, en particulier des biocides, et puis toute une série de pesticides. Donc, vous voyez, il n'y a pas un perturbateur endocrinien, il y a de multiples familles de perturbateurs endocriniens partout dans les usages autour de nous.
Et donc, on va retrouver ces listes. Là, bon, j'ai pris un exemple dans un guide. On va retrouver toutes ces grandes familles avec les filtres UV, des bisphénols qui sont des plastifiants, des nonylphénols dérivés de détergents. Et on a tout ça qui est issu de la merveille de la chimie moderne qui nous a apporté des bienfaits considérables, mais qui a aussi des inconvénients. Et là, c'est un exemple de ce qui a été étudié dans une liste de je ne sais plus combien de molécules, 80 000 produits. On trouve 121 perturbateurs endocriniens reconnus, suspectés, trouvés dans toute une série de produits. Donc, ce n'est pas non plus tous les produits chimiques. Et donc, il faut toujours se garder de généraliser sur tout, quoi. Et là, c'est un exemple, rien que sur le bisphénol A, qui est un seul produit. L'ANSES avait fait toute une étude, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en montrant qu'on en trouvait dans les équipements médicaux, dans les ciments dentaires, dans les réseaux d'eau potable, dans les emballages de récipients. Enfin, il y en a dans beaucoup de choses. Et Yves, donc, oui, excusez-moi, on ne voit plus votre écran. Je ne sais mon pas écran, si c'est volontaire ou pas. mon écran. Pour ma Oui. part, je vois bien l'écran, Marie-Pierre. Oui, oui, moi aussi, je vois bien l'écran de M. Lévy. Ah, mais vous me rassurez. Alors, moi, je ne le vois plus. Ah, OK. bon, réalertez-moi si ça ne va pas. Et donc là, c'était les bonbonnes, vous savez, ces grosses bonbonnes d'eau qu'on voit partout dans les bureaux, un peu partout, elles étaient en polycarbonate. Le polycarbonate contient du bisphénol et l'Agence de sécurité sanitaire avait fait des analyses il y a quelques années qui montraient, encadrées en rouge en bas, vous voyez des concentrations qui peuvent aller jusqu'à 4 microgrammes par litre à l'intérieur de l'eau de ces bonbonnes. Donc aujourd'hui, on change le plastique de ces bonbonnes, mais pas toutes. Donc, c'est des exemples. Et puis, alors, tous ces mélanges de micropolluants se retrouvent à un moment dans nos égouts, puis ensuite dans notre environnement. Et ça, c'est des analyses que j'avais faites il y a pas mal d'années dans la Seine, de l'amont de Paris jusqu'à l'aval de Paris, avec ce qui s'appelle STEU, ce sont les stations d'épuration. Et on voyait qu'il y avait un niveau d'effet perturbateur endocrinien qui était assez faible, en équivalent à moins de 1 nanogramme par litre d'une hormone, avec un effet un peu plus fort quelque part. Donc, ce n'était pas des choses énormes, mais un espèce de bruit de fond continu dont les études écotoxicologiques ont montré que ça pouvait avoir un effet sur la faune et la flore. Et alors, évidemment, dans les eaux usées, c'est encore pire. Là, on était autour de 5, 10 maximum dans des rivières. Là, on peut monter à plus de 300 dans des eaux usées, des eaux d'égout brutes avant qu'elles soient traitées. Donc, c'est un énorme enjeu. Et il y a une politique nationale, c'est-à-dire que la France a élaboré une stratégie nationale assez large, dans laquelle j'ai rappelé ici un certain nombre d'éléments. Là, on est dans la stratégie 2019-2022, avec 3 grands enjeux qui étaient former et informer pour que chacun puisse agir en connaissance de cause, ce que nous faisons aujourd'hui, en particulier sensibiliser, informer les professionnels de santé, protéger l'environnement et les populations en recueillant un maximum de données, en essayant de protéger les écosystèmes, favoriser les substitutions. Alors, favoriser les substitutions, ça veut dire qu'il faut dire aux industriels de remplacer les produits à effet perturbateur endocrinien par d'autres. Mais si on n'impose pas les choses, c'est assez rare que ça se produise tout seul. Et améliorer des connaissances. Et puis à côté, on a aussi le plan national santé-environnement dans lequel s'intègre aussi ce problème des micropolluants, parmi lesquels certains ont un effet perturbateur endocrinien. Donc on a de la recherche publique et privée dans les laboratoires de recherche un peu partout, les agences sanitaires. Alors là, je parle de la France, mais c'est valable aussi au niveau européen. Et ce qu'il faut, c'est réussir à traduire ça en politique de réduction des risques. Et au niveau européen, ça progresse très, très lentement, quoi. Si je résume votre propos, professeur Lévy, nous sommes actuellement dans une situation où la prise de conscience vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens est faite, mais où on est encore en manque de données, manque d'identification d'effets précis, même si, comme la diapo que vous projetez le montre, on a pris conscience de l'impact médico-économique des perturbateurs endocriniens. Oui, disons que ça a démarré dans les années 90 avec des premières découvertes d'impact sur des animaux qui vivaient dans les eaux polluées. Et là, ça a été un peu la révélation, mais ça restait au niveau de la recherche scientifique. Puis, assez rapidement, l'industrie chimique
européenne, et puis pas qu'européenne, a tout de suite perçu qu'il y avait un vrai gros problème à cause de cette grande diversité d'effets, a investi beaucoup dans la recherche dans ce sujet, mais ça restait encore dans le domaine de la recherche scientifique. Et puis tout doucement, ça passe vers le réglementaire. Et comme en général, il faut toujours 15-20 ans avant que les choses commencent à bouger. C'est trop lent par rapport à un tel enjeu, mais ça a commencé tout doucement à se diffuser en fait en raison de l'importance. Et maintenant, le gros travail, c'est de faire en sorte que les autorités internationales commencent à être capables de trouver une stratégie de réduction. Et donc là, ce que vous voyez sur la diapo, c'est une équipe de recherche qui a essayé de faire une estimation du coût des perturbateurs endocriniens, coût général des impacts sur la santé des populations, avec des chiffres qui sont de l'ordre de 157 milliards d'euros en Europe et des chiffres encore plus gigantesques aux États-Unis. Donc dès qu'on commence à chiffrer tout ça, ça attire un peu plus l'oreille des décideurs. Et voilà, on a mis 15, un peu plus de 15 ans, 20 ans, pour passer du stade de la découverte dans le laboratoire à une vraie préoccupation internationale qui n'est pas encore traduite par suffisamment d'impact pour réussir à réduire les expositions. Si je résume la pensée de nos citoyens, on est actuellement dans un questionnement sur les effets des perturbateurs endocriniens. C'est le deuxième point que nous devions voir ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur les principaux effets identifiés ou suspectés être associés aux perturbateurs endocriniens pour l'adulte, par exemple, et puis on verra ce qui concerne l'enfant et en particulier les 1000 premiers jours dans un second temps avec le professeur Storm. Alors, très rapidement, parce que je suis trop bavard, les effets. Là aussi, grosse complexité. Ce que je vous disais avant, c'est grande complexité du type, du nombre de molécules chimiques et de la diversité, grande complexité du fait qu'on en trouve un peu partout dans tous nos environnements mondiaux. Et là, on se retrouve dans la difficulté du nombre de sites et de possibilités d'action. Et là, vous voyez une enquête qui a été faite par Que Choisir sur toute une série de produits chimiques dans lesquels on va trouver la présence de certains de ces produits. Mais est-ce que présence du produit veut dire risque ? Et ça, c'est valable pour la chimie en général. Il ne suffit pas de dire nous avons un perturbateur endocrinien dans l'air, dans l'eau. S'il n'y a pas d'impact sur la santé ou d'impact nocif, il n'y a pas de risque. Donc, on sait que sur la faune animale, on a observé les faunes animales, surtout dans les milieux aquatiques qui vivaient dans des zones contaminées. On a vu des impacts dans les années 50 sur les loutres, dans les visons, sur les alligators en Floride. Professeur Lévy, juste une remarque d'un de nos participants qui ne voit plus le diaporama. Et de mon côté, j'ai le diaporama qui est figé sur la première, les diapositives de titre. Excusez-moi, on va recommencer. Si je refais le partage, est-ce qu'il réapparaît là? On a la première diapositive. Et ça ne bouge pas après? Si, voilà, c'est bon. Donc, on est sur la diapositive. On va venir sur les effets, peut-être sur l'homme en quelques minutes. Alors donc, on a observé beaucoup d'effets sur les populations animales qui ont beaucoup alerté. Et après, évidemment, tout de suite, on a fait le lien en disant qu'est-ce qui peut se passer sur l'homme? Donc, on observe des effets sur les animaux dans la nature, on observe des effets sur les animaux en laboratoire, et on a beaucoup de suspicions, évidemment, chez l'homme, parce qu'on ne peut pas faire d'expérimentation très sophistiquée sur l'homme quand même. Et donc, vous avez des problèmes d'impact sur la qualité spermatique chez l'homme, beaucoup de cancers hormonodépendants, des problèmes de malformation, d'évolution de l'âge de la puberté, l'impact sur les hormones thyroïdiennes dont on pense que ça a un impact important sur le développement intellectuel, sur la croissance et aussi un impact sur le diabète et l'obésité. Donc, vous voyez, la diversité est assez considérable et il faut pouvoir s'attaquer à tout ça. Et évidemment, les phases les plus importantes sont les phases du début sur lesquelles on va revenir. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs types. Là, c'est un exemple de pesticides dans lesquels certains favorisent la disparition de la testostérone, hormone masculine, d'autres qui diminuent la synthèse de cette hormone, les troisièmes qui sont eux-mêmes estrogènes et d'autres qui sont anti-androgènes. Donc ça veut dire qu'avec des effets différents,
des pesticides différents conduisent tous à la même chose, c'est-à-dire la féminisation des organismes. Et donc, on a des effets assez compliqués qui peuvent interagir sur le récepteur aux hormones, sur le transport de l'hormone, sur la fabrication de l'hormone. Vous avez par exemple certains produits chimiques qui empêchent la thyroïde de fabriquer l'hormone. Donc, ce n'est pas que de l'interaction sur les récepteurs. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui est quand même extrêmement compliqué, avec des actions sur les glandes endocrines, sur le transport des hormones, sur le métabolisme hormonal. Donc, évidemment, pour mesurer tout ça, on n'a pas un seul test avec un stick qu'on peut tremper dans quelque chose. On est obligé d'avoir des batteries d'essais différents pour pouvoir observer l'ensemble de ces phénomènes. Et chaque test a ses propres limites. Alors, en mesure de tous ces paramètres, on a une grande batterie, alors bien sûr d'analyse chimique, mais qui ne vous donne pas l'effet biologique, des essais in vitro, des essais in vivo. Tout ça commence à être bien codifié au niveau international. Et on a en gros beaucoup de batteries d'essais pour pouvoir faire des mesures. Et il faut poser une bonne question pour l'appliquer à un bon test, parce qu'il y a des gens qui vous vendent le test magique qui vous fait des mesures de perturbateurs endocriniens absolus, qui vous donnent toutes les réponses. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a des tests qui ont chacun leurs effets. Et voilà, il y a des liens avec le diabète, notamment ici, vous avez un certain nombre de molécules, la choléine, le bisphénol A, les PCB, qui interagissent avec les cellules lipidiques, le métabolisme du glucose. Enfin, vous voyez, on ne peut pas rentrer dans le détail là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est toute cette complexité d'interaction qui est nouvelle dans la toxicologie, où en général, on était content, on avait un produit toxique, une cible et un effet. Et là, on se retrouve avec une multitude de produits chimiques, une multitude de cibles et des effets extrêmement complexes. Alors, vous voyez ici des exemples de la baisse de la qualité spermatique depuis les années 80 jusqu'à 2000. C'est des données en France à gauche, en Chine à droite, qui sont à peu près similaires. Alors, il n'y a pas que ça qui interagit aussi sur la baisse de la qualité spermatique. Des impacts chez des professionnels, les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique. On parle toujours du grand public, mais on oublie parfois un petit peu aussi le côté professionnel des travaux, avec une exposition à beaucoup de produits chimiques. Et donc, le bilan à mi-parcours de cette deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, elle dit, vous savez, hein, malgré tout ce qu'on a pu faire, il y a encore de très grands enjeux à développer avec acquérir de la connaissance, étudier des fonctions cibles, etc. Il y a encore beaucoup, beaucoup de connaissances dont on a besoin, mais il ne faut pas utiliser ce besoin de connaissances nouvelles pour ne pas progresser dans la réglementation, la protection des populations. Donc voilà ce que je voulais vous dire en général, puis après on va répondre aux questions plus précisément. D'où l'intérêt d'être dans une démarche de prévention afin de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens le plus possible et le plus précocement possible. Et c'est pour ça qu'on a intégré ce thème dans la série de webinaires consacrés aux 1000 premiers jours de la vie, parce qu'on est là face à une période particulière, à différents points de vue, et je vais peut-être laisser au professeur Storm la possibilité de nous expliquer pourquoi les 1000 premiers jours ont autant d'importance dans la vie d'un individu, que ce soit pendant son enfance ou à l'âge adulte. Et quels sont les effets que l'on associe actuellement aux perturbateurs endocriniens aux 1000 premiers jours de la vie? Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais faire effectivement le lien avec les 1000 jours et les webinaires précédents sur le sujet. Voilà, donc juste une diapo qui résume un peu le principe des 1000 jours. On a longtemps considéré que le devenir à long terme, à l'âge adulte, voire l'adulte vieillissant, était en pratique génétiquement programmé le jour de la fécondation. Mais depuis, on sait bien sûr que l'environnement a un impact sur notre santé et nous dévie de notre parcours génétiquement programmé, dans un sens ou dans un autre. Hein. Un mode de vie favorable améliore la santé future. Le point important qui est illustré sur cette diapo, c'est que au plus précocement dans la vie, on est exposé à un environnement défavorable, au plus l'impact à l'âge adulte sera important. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. Un mode de vie sain pendant cette période précoce de la vie va avoir un impact très important pour la santé future. Donc, c'est simplement pour illustrer l'idée que l'environnement a un impact bien plus important pendant la période précoce
La période précoce, on l'estime donc sur cette période des 1000 jours qui va de la fécondation jusqu'à l'âge de 2 ans de bébé, 9 mois de grossesse, 24 mois, ça fait 1000 jours. Donc période particulièrement sensible. Et quand on parle des facteurs de l'environnement, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, naturellement, on pense aux toxiques de l'environnement qui, pendant ces 1000 premiers jours, peuvent avoir un impact à long terme. Mais je voudrais quand même rappeler que quand on parle des 1000 jours, c'est toujours une vision holistique qu'il faut avoir parce que tout est lié. Et d'ailleurs, l'impact des toxiques de l'environnement est plus important lorsque le mode de vie est déséquilibré que lorsque le mode de vie est sain. Donc, en fait, on ne peut pas déconnecter complètement un effet des autres facteurs environnementaux que j'ai listés ici. Donc, le mode de vie, l'activité physique, la façon de s'alimenter, l'exposition à un stress chronique et surtout aussi pour la période précoce après la naissance, c'est les pratiques éducatives et la qualité des interactions entre les parents et l'enfant. Et tout ça conditionne en fait le capital santé plus tard dans la vie et conditionne aussi les compétences psychosociales. Et ces compétences psychosociales, finalement, c'est la destinée d'une personne qui est en jeu. Et dans les cas défavorables, c'est la survenue plus tard dans la vie des maladies non communicables dont a parlé Yves Lévy juste avant, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, les maladies allergiques, mais aussi les troubles du neurodéveloppement comme les troubles du comportement. Voilà, je voulais juste introduire ce schéma-là pour revenir plus spécifiquement aux pesticides. Oui, pendant la période de 1000 jours, on est exposé aux perturbateurs endocriniens parce que déjà à la naissance du bébé, on retrouve en l'occurrence ici des pesticides dans le méconium de l'enfant qui vient de naître. Donc les méconiums, c'est les premières selles du bébé et c'est dire qu'il a été exposé in utero, donc entre un voire plusieurs pesticides différents. Il y a énormément d'études actuellement qui montrent les liens entre l'exposition précoce aux perturbateurs endocriniens et les conséquences à long terme. Et vous voyez que ça concerne essentiellement les conséquences neurodéveloppementales et cognitives, le développement de cancer, les conséquences respiratoires et l'obésité et le diabète. Alors, pendant la grossesse et pendant cette période précoce, l'exposition aux perturbateurs endocriniens est susceptible d'entraîner un certain nombre de conséquences. Alors, je ne vais pas naturellement vous décrire chacune de ces conséquences, j'en ai pris quelques-unes. L'exposition pendant la vie fœtale à certains phtalates augmente le risque de prématurité. On a plus de risque de naître prématurément lorsqu'on a été lourdement exposé à ce phtalate de type DEHP. Et on sait pourquoi, on a compris les mécanismes. C'est parce qu'il rentre en compétition avec la progestérone qui favorise la relaxation des fibres utérines. On sait aussi que l'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la grossesse est associée à un petit poids de naissance, à un retard de croissance intra-utérin, surtout si l'enfant naît prématurément et surtout si c'est un garçon. Et vous voyez là, la liste est longue en fait d'impact à très long terme ou à long terme de l'exposition précoce aux perturbateurs endocriniens. Vous voyez qu'à très long terme, l'exposition anténatale est associée à l'obésité chez l'enfant, à du diabète chez l'adulte. Ça, c'est un point important, effectivement, qui est préoccupant, hein, compte tenu de l'incidence actuellement de ces maladies. Mais ce qui nous préoccupe le plus, nous en tant que pédiatres, mais aussi probablement vous en tant que parents, futurs parents, c'est les liens entre cette exposition précoce pendant les 1000 jours et les troubles du neurodéveloppement. Et ça a été démontré déjà il y a 10-15 ans. Ici, dans cette expérience, on a badigeonné de la crème solaire chez des rates gestantes et on a regardé comment se développaient les compétences des petits ratons. Et on s'est vite rendu compte que les petits ratons dont les mères avaient été exposées à certaines crèmes solaires étaient moins compétents pour retrouver leurs traces dans un labyrinthe. Et on a pu comprendre les mécanismes qui ont été décryptés. Et puis, dans les années qui ont suivi, il y a eu des études épidémiologiques qui ont fait des liens entre le degré d'exposition
aux perturbateurs endocriniens pendant cette période de la vie et des troubles du comportement comme les déficits de l'attention ou l'hyperactivité, voire l'autisme, même si la part génétique est plus importante dans cette pathologie. Voilà, depuis, effectivement, les études se sont multipliées et c'est vraiment le point préoccupant des perturbateurs endocriniens en période précoce, c'est ces troubles du neurodéveloppement, essentiellement les troubles de l'attention, mais aussi les troubles des apprentissages, donc les difficultés scolaires, les troubles du comportement, troubles de la régulation des émotions, voire des troubles de l'humeur, et éventuellement, mais là je le mets un point d'interrogation, une association avec les troubles du spectre autistique, point d'interrogation. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les liens entre l'exposition précoce et les risques qui sont essentiellement neurodéveloppementaux, mais à repositionner dans le contexte des 1000 jours, c'est-à-dire qu'il faut voir ça dans un contexte holistique. Il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens qui conditionnent le devenir d'une personne, il y a bien d'autres facteurs et qui ne sont pas isolés les uns des autres. Ils sont tous en lien. Merci, professeur Storm, pour ces précisions, ces informations. En regardant du côté des questions, il y en a deux que je vais vous transmettre, en fait. Une intervenante demande quelle formation et sensibilisation des professionnels de santé dans ce domaine. Et deuxième question, je vais vous les donner en même temps parce qu'elles sont liées. Et ça fera une sorte de transition avec le troisième point que nous devions évoquer. Quels sont les outils disponibles pour les parents? Et je rajouterai même pour les professionnels de santé. Alors, que fait-on de toutes ces informations? Toutes les informations qu'Yves Lévy a rappelées et celles plus spécifiquement qui concernent les 1000 jours, effectivement, telles qu'elles sont présentées là, c'est anxiogène et je ne suis pas certain qu'on puisse exploiter et utiliser ces données-là dans la vie courante. Et donc, ce qui est fait par des associations, par des professionnels de santé, par des professionnels de l'éducation, c'est d'informer les futurs parents, les jeunes parents, d'informer les professionnels de santé sur des recommandations qui peuvent être faites pour réduire l'exposition. Avoir toujours en tête que l'exposition zéro, c'est impossible. On est trop exposé, mais on peut réduire notre exposition. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour que ça marche, pour qu'un programme de promotion de la santé soit efficace, il faut qu'il soit faisable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas taper tout azimut. Il faut prioriser des actions, il faut prioriser des messages que j'ai résumés sur quelques diapos. Là, ce sont des messages qui sont transmis par l'association FEE, Femmes Enceintes, Environnement et Santé, qui est une association qui forme les professionnels de santé, mais aussi qui informe les futurs parents et qui donne des messages simples pour réduire de façon non contraignante l'exposition toxique. Donc voilà, si je montre quelques messages, quelles recommandations pour la femme enceinte ou qui allait concernant l'alimentation? Bah oui, plutôt utiliser, vous allez voir que c'est assez facile à appliquer. L'idée, c'est d'informer, passer des messages simples qui ne vont pas changer du jour au lendemain les comportements, mais qui vont les faire évoluer progressivement, peut-être, en tout cas probablement. Utiliser plutôt des aliments frais ou congelés plutôt que des produits transformés de type industriel. Laver et rincer légumes et fruits. Et là, s'il faut apporter des arguments, il y a des arguments très solides, scientifiques, qui montrent que lorsqu'on épluche une pomme, après l'avoir lavée, on réduit très nettement l'exposition aux pesticides sur cette pomme, mais c'est vrai pour les autres fruits, mais ça a été démontré essentiellement pour la pomme. Éviter les plats préparés, réchauffés au micro-ondes. On remet en suspension, quand on fait ça, on remet en suspension les plastifiants qui sont en fait des molécules qui sont intégrées dans le plastique, qu'ils se détachent du plastique lorsque l'aliment est chauffé, surtout s'il est acide, avec du jus de tomate par exemple, et dans des lipides.
Donc, éviter de réchauffer dans le plat plastifié, cuisiner à feu doux pour éviter de produire des dérivés qui sont aussi des perturbateurs endocriniens, la friture, et conserver dans des récipients en verre plutôt qu'en plastique. Vous voyez, donc c'est des choses relativement simples et chacune de ces recommandations a été démontrée efficace pour réduire l'exposition. L'habitude a souvent été prise de préparer la chambre du bébé pendant le congé maternité. Et là, c'est sûrement potentiellement une situation à risque. En tout cas, attention dans les travaux dans les maisons anciennes, bien aérées pendant les travaux. Plutôt le faire préparer cette chambre plutôt par le coparent plutôt que par la future maman. Utiliser des produits écolabellisés qui relarguent moins de composés organiques volatiles et de solvants, potentiellement perturbateurs endocriniens. Utiliser les capacités des nouveaux étiquetages en termes d'émissions dans l'air intérieur, plutôt privilégier des produits, des peintures par exemple A+. Le prix n'est pas forcément plus élevé actuellement. Dans d'autres recommandations, ça concerne les polluants qu'on peut trouver dans la chambre du bébé. Bien aéré, mais ça c'est vrai dans toutes les pièces, la chambre du bébé 10 minutes 2 fois par jour. Encore une fois, utiliser des peintures A ou A+, éviter les insecticides, éviter les parfums à l'intérieur et les bougies. Et concernant les cosmétiques, naturellement, il y a des fiches pour bien d'autres sujets, mais je limite ici à quelques fiches. Limiter l'exposition, l'utilisation de cosmétiques, notamment les crèmes hydratantes, les crèmes solaires, ou en tout cas être très vigilant aux crèmes solaires, parfums, vernis à ongles, certains colorants pour les cheveux, éviter les sprays pour éviter de les inhaler. Et si on utilise des cosmétiques, utiliser des crèmes labellisées sans parabènes. Et pour les fesses de bébé, donc éviter d'utiliser des lingettes jetables. Utiliser l'eau et le savon, c'est largement suffisant pour nettoyer les fesses du bébé. Voilà, et puis il n'y a pas que dans la vie courante, à l'hôpital aussi, on est exposé aux plastifiants. Les tubulures de perfusion sont en PVC avec des plastifiants qui peuvent être relargués par les médicaments, notamment qui contiennent des lipides. Et vous voyez, je suis pédiatre, je travaille dans un service de néonatologie. Vous voyez ce bébé prématuré, il est très, très exposé à ces plastifiants et toutes les sources de plastifiants, que ce soit son incubateur, les tubulures de perfusion, les cathéters, le tube trachéal ou gastrique. Et donc, effectivement, il est possible de travailler sur ces sujets-là avec les pharmaciens, avec les acheteurs, qui sont les personnes qui s'occupent de faire les achats auprès des industriels, et faire prendre conscience de l'importance du choix des produits. On a fait une étude au CHU de Lille, avant, après. On avait des concentrations urinaires de DEHP, qui est un phtalate perturbateur endocrinien, avec des concentrations très élevées, 3000 fois supérieures à ce qu'on voit dans la population générale. Et actuellement, on approche de 0 pour le DEHP. Donc, quand on est attentif à ces aspects-là, on y arrive, même si ça nous a pris quelques années. Voilà, donc il est possible de passer, si je résume ce que je viens de dire, il est possible de passer des messages simples qui sont efficaces pour réduire le degré d'exposition. Alors, on ne sait pas bien quel impact ça a sur la santé, hein. Là, l'idée, c'est de réduire le degré d'exposition, que ce soit dans la vie courante ou même à l'hôpital. Alors, je voudrais surtout insister sur un point. Probablement que si vous découvrez aujourd'hui ce sujet, probablement que c'est anxiogène. Imaginez qu'on est entouré de produits qui peuvent avoir un impact sur notre santé, surtout si on parle de neurodéveloppement, surtout si on parle de cancer, c'est anxiogène. Et cette anxiété, elle a été démontrée. On sait que quand on mesure l'anxiété des futures mères,
au plus on sait de choses sur les perturbateurs endocriniens, au plus les mères sont anxieuses. Et ça a été largement démontré dans cette étude. Il y a un lien entre anxiété et degré de connaissance sur les perturbateurs endocriniens. Or, je vous le disais tout à l'heure, tous les facteurs environnementaux pendant cette période précoce vont avoir les mêmes impacts sur le capital santé ou sur le développement des maladies neurodéveloppementales. Et en l'occurrence, le stress toxique, un stress chronique, prolongé, répété, va avoir les mêmes conséquences qu'une exposition aux perturbateurs endocriniens, avec des pathologies neurodéveloppementales possibles ou le développement de maladies non communicables. Et donc, la façon dont on va passer le message, ça veut donc dire que la façon dont on va passer le message va être déterminant sur ce sujet-là pour éviter d'augmenter encore l'anxiété qui existe sur le sujet. D'autant que quand on aborde le sujet des perturbateurs endocriniens, on s'aperçoit qu'il y a régulièrement des injonctions paradoxales, des informations contradictoires. Il est recommandé de consommer 2 fois par semaine du poisson parce que ça apporte des oméga-3 et que c'est important pour le développement cérébral de l'enfant futur et le développement de sa vision. Mais on sait que les poissons contiennent des perturbateurs endocriniens, des retardateurs de flamme, des métaux lourds. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Les études, en fait, qui ont montré les bénéfices de la consommation de poissons ont été faites avec des poissons qui étaient contaminés. Ce n'est pas des poissons spéciaux qui ont été faits dans ces études. Et donc, le bénéfice de respecter ces recommandations est plus important que les risques potentiels liés à l'exposition via la consommation de poissons par les perturbateurs endocriniens, sous réserve qu'on n'a pas une surconsommation. Hein. C'est 2 fois par semaine. Voilà, et puis les recommandations sont multiples. Il faut naturellement allaiter son bébé, ça améliore son développement. Il faut faire de l'activité physique, il faut manger du poisson, je vous disais. Veiller à une bonne interaction, attachement parents-enfants. Attention aux bougies et aux composés organiques volatiles. Mode de vie qui est important. Oh là, ne pas mettre trop de vernis à ongles. Attention aux vêtements neufs, ça contient des phtalates. Attention aux peintures. Voilà, toutes ces recommandations qu'on entend qui sont extrêmement multiples et qui sont pas suffisamment hiérarchisées pour les parents. Or, on sait maintenant que cette multiplicité d'informations de toutes sortes, autant sur les perturbateurs endocriniens que sur les autres facteurs environnementaux, est une source d'épuisement parental qui va conduire à un surmenage, un épuisement parental qui est en fait l'équivalent d'une distanciation émotionnelle face à l'enfant et qui finalement, là aussi, peut avoir un impact plus tard pour la santé de l'enfant. Or, on peut hiérarchiser les informations. Il est clair que la qualité du lien parent-enfant, la qualité de l'interaction précoce, le développement du langage de l'enfant joue un rôle majeur. Les pratiques éducatives, bien plus importantes que le reste. Si on regarde les odds ratios, c'est un odd ratio de 1 à 10. Le mode de vie, c'est le deuxième grand facteur. C'est la façon de s'alimenter, l'activité physique pendant la grossesse et la période précoce de la vie. C'est le facteur 2, odd ratio de 1 à 5. Et puis, les facteurs dont on parle aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, quand on regarde les effets, alors c'est vrai qu'on regarde souvent un produit, mais quand on regarde les odd ratios, c'est 1,2, 1,3. Donc, c'est tout de même une dimension en dessous. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y intéresser, mais il faut relativiser et replacer le problème des perturbateurs endocriniens dans la stratégie 1000 jours. Juste un petit mot, dans la commission 1000 jours, initialement, il était prévu de parler que de ce facteur 1, des liens, et pas du tout des perturbateurs endocriniens. Ça a été rajouté, ça apparaît maintenant dans le rapport 1000 jours, mais pour vous dire qu'effectivement, cette connaissance de la hiérarchisation des risques est importante à avoir en tête quand on parle des programmes 1000 jours. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir naturellement qu'il y a une nouvelle politique de santé qui vise
à améliorer l'environnement pendant ces 1000 premiers jours. Un rapport a été rédigé qui est destiné donc aux professionnels pour avoir une feuille de route qui les aide, les professionnels de l'éducation, professionnels de santé, qui les aide à mettre en place des programmes qui visent à améliorer la santé. Et l'idée, en fait, c'est d'accompagner les parents sur le parcours 1000 jours par des professionnels formés. Donc, je rejoins la question qui était posée antérieurement. Oui, il est très important de former les professionnels de l'éducation, les professionnels de la santé, parce que c'est eux qui vont accompagner les parents dans l'idée en fait de mettre en place des programmes susceptibles d'influer le comportement des familles vers un comportement entre guillemets plus sain. Et probablement que le meilleur moyen, et ça a été dit dans le rapport 1000 jours, c'est de faire en sorte que les parents puissent partager leur expérience. Si les informations sont descendantes du professionnel qui donne des conseils et qui dit aux parents ce qu'ils doivent faire, il est peu probable que ça puisse avoir un impact important. Ça en aura un peu, mais probablement pas majeur. L'idée ici, c'est plutôt de favoriser les échanges entre parents, les échanges entre pairs, tout ça soutenu par un professionnel formé sur ce parcours 1000 jours. Donc, débuter le plus précocement possible en début de grossesse, idéalement lors de l'entretien prénatal précoce ou personnalisé, vers 3 mois de grossesse, et puis d'accompagner dans le cadre de groupes de parents les familles. Il va y avoir la naissance à 9 mois, et puis de pouvoir poursuivre l'accompagnement des familles sur ce parcours après la naissance des parents. Les parents nous disent clairement qu'après la naissance, ils se sentent très isolés. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut pouvoir poursuivre cette démarche d'accompagnement, encore une fois, qui doit être holistique. On ne peut pas extraire les perturbateurs endocriniens du reste. On doit en parler, mais ça fait partie d'un programme global d'accompagnement des familles. Alors, on s'est vite rendu compte sur ce sujet-là qu'il y a un problème de formation, d'information des professionnels. Il y a un vrai trou dans la raquette parce que les professionnels de santé sont formés pour repérer, diagnostiquer, traiter des maladies. Et quand on parle de grossesse, de parentalité, ben, on est dans la physiologie, on n'est pas du tout dans la pathologie. Et finalement, les professionnels de santé sont peu formés. Et là, on vient d'ouvrir je profite pour en parler, donc on vient d'ouvrir un diplôme d'université qui concerne les 1000 jours, parcours des 1000 premiers jours, accompagner la famille, dans lequel on aborde en fait toutes ces dimensions, incluant les perturbateurs endocriniens naturellement. C'est une formation d'1 an. C'est ouvert à tous les types de professionnels, de l'éducation, de la petite enfance, de santé. Voilà, ça a débuté l'année dernière en Renouvelle. Dans les formations beaucoup plus courtes qui concernent spécifiquement les perturbateurs endocriniens et les toxiques de l'environnement, il y a les formations FEE, femmes enceintes, environnement, santé. Si vous regardez sur Internet, vous avez sûrement une association pas trop loin de chez vous qui pourrait intervenir dans vos institutions. Et puis, juste un mot d'information pour dire que si vous voulez en savoir un peu plus lors d'un colloque, il y a un colloque IHAB en septembre, au cours duquel on va en partie parler du lien entre l'IHAB, 1000 jours, allaitement et aussi toxique de l'environnement. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Est-ce que j'ai répondu aux 2 questions? Oh, je pense, vous avez apporté beaucoup d'informations. Et ce que je retiendrai de votre intervention, c'est que, d'accord, on parle beaucoup actuellement des perturbateurs endocriniens. Ils sont presque partout autour de nous. Les connaissances, la recherche permettant d'identifier les effets de toutes les substances chimiques, qu'elles soient d'origine naturelle ou de synthèse en particulier, progresse. Mais
Si le terme perturbateur endocrinien est le plus connu par le grand public, pour les spécialistes que vous êtes, ce n'est pas lui qui va agir de façon unique, principale, sur la santé de l'enfant, sur son devenir, sur son développement. N'oublions pas que le côté affectif est un point majeur dans le développement de chaque enfant. Et très souvent, on oublie de hiérarchiser les facteurs qui vont jouer sur le développement de l'enfant. Je pense que parmi les participants à ce webinaire, une majorité pensait plutôt aux perturbateurs endocriniens et à leurs effets néfastes sur la santé de l'enfant qu'aux relations entre parents et enfants, à l'apport positif de cette relation sur le développement de l'enfant. Et vous avez fait passer un message qui est très important à mes yeux, à savoir qu'il n'y a pas que des risques ou que des bénéfices dans une situation. Il y a un ratio bénéfice-risque qui doit être considéré à chaque fois, y compris lors du développement des enfants au cours des 1000 premiers jours. Et je pense qu'il est important d'avoir cette idée en tête. Et je rebondis sur cette idée pour partager avec vous une question qui était dans le chat. Une de nos participantes nous demandait comment barrer la route aux perturbateurs endocriniens chez la femme enceinte dans le contexte africain avec des systèmes de santé inadéquats. Faire passer des messages de prévention, oui, mais n'oubliez pas surtout aussi que la relation parent-enfant est importante. Avez-vous un commentaire à faire sur cette question, professeur Storm, professeur Lévy? Moi, j'ai déjà partiellement répondu en direct. C'est vrai que quand on parle d'un mauvais système de santé ou un système déficient de santé, en Afrique, ce n'est pas non plus la cause principale. C'est-à-dire que là, on est dans la prévention. Et bon, les systèmes de prévention en France ne sont pas forcément non plus très développés, même si bien sûr, il y a une grosse différence. Donc là, l'idée, c'est vraiment, quand on veut travailler sur ce sujet, c'est de rassembler l'ensemble des éléments qu'on a pu aborder malheureusement trop vite aujourd'hui, retrouver les synthèses publiées, on mettra des références sur le site, mais des synthèses publiées par des sites de référence. Il faut se méfier aussi de tous les multitudes de sites qui vendent parfois des trucs un peu bizarres. Et donc, travailler dans cette formation, cette éducation, ces contacts auprès des responsables des écoles ou autres, pour faire passer ces messages sur le trop gros usage du plastique, sur le fait d'utiliser trop de produits chimiques à l'intérieur de la maison. Donc, c'est toute une série de petites règles de base, parce que de toute façon, on ne peut pas tout empêcher. Donc, il ne faut pas non plus que les gens d'un seul coup se mettent à enlever tout ce qui existe chez eux. Il faut simplement veiller dans chacun des gestes du quotidien à faire attention au maximum à limiter en général les produits chimiques. Je pense par exemple aux produits pour mettre des bonnes odeurs dans les toilettes, etc. Enfin, tout ça, c'est des produits chimiques qu'on ramène à l'intérieur de l'habitat. Les gens qui font brûler des bâtons d'encens ou autre, tout ça est à bannir de manière à garder une hygiène propre sans pour autant devenir complètement paranoïaque sur toute la chimie. Donc, il est presque 14 heures, pardon. Je pense que la discussion pourrait être prolongée, mais nous sommes contraints par le temps. Aussi, je vous propose de retenir une idée forte. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, pour favoriser le développement au cours des 1000 premiers jours de la vie. Un des leviers d'action, un des éléments sur lesquels on pourrait agir serait de limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. En modifiant nos comportements, en adoptant des gestes simples pour limiter l'exposition à ces substances néfastes pour la santé humaine. Donc, beaucoup de choses seraient encore à dire sur les 1000 premiers jours, sur les perturbateurs endocriniens.
Nous sommes malheureusement obligés de nous arrêter aujourd'hui, mais nous continuerons nos échanges sur ce thème d'ici quelques semaines lors d'un 4e webinaire de la chaire UNESCO Éducation et Santé qui sera consacré au positionnement de cette approche 1000 premiers jours dans le cadre des politiques publiques. Et pour cela, nous aurons la chance d'avoir avec nous Madame Mayalène Ayron, qui est la directrice au niveau national du programme des 1000 premiers jours, au niveau du ministère en charge des affaires sociales, et Madame Fanny Dagenet, qui est la directrice de l'Observatoire des tout-petits à Montréal. Et nous pourrons ainsi, lors de ce 4e webinaire consacré aux 1000 premiers jours, confronter la vision de nos deux pays sur cette thématique. Vous retrouverez sur le site de la chaire UNESCO Éducation et Santé le replay des 2 premiers webinaires consacrés à ce thème. Et d'ici quelques jours, vous aurez un positionnement de ce 3e webinaire également. Merci à tous. Merci à nos intervenants pour avoir partagé avec nous leurs connaissances sur les perturbateurs endocriniens, leurs réflexions sur l'approche des 1000 premiers jours. Merci également à Valérie Vasenko qui a géré tout le côté logistique de ce webinaire. Merci à Françoise Janier qui a participé à la préparation de ce webinaire, ainsi qu'à Didier Jourdan, responsable de la chaire UNESCO Éducation et Santé, et toute l'équipe qui est derrière cette chaire, et qui vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires, d'autres partages d'informations, de questions. Et je terminerai en disant merci à tous les participants pour nous avoir suivis et avoir enrichi la discussion grâce à vos questions. À très bientôt à tous et au plaisir de vous revoir lors des webinaires ou dans d'autres domaines.